Vous écoutez l'épisode 151 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlons rangement et organisation avec Capucine qui est Home Organizer. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour Capucine. Bonjour Émilie. Je suis hyper contente de te retrouver pour cet épisode. Je pense que les gens doivent se demander mais pourquoi elle fait venir une home organizer dans son podcast? Quel est le rapport avec l'enseignement? Et en fait, c'est vrai que quand j'ai vu tes posts sur Instagram, ça a tout de suite fait tilt avec plein de situations que j'ai rencontrées moi déjà en tant que prof et aussi que je rencontre dans les coachings où la question de l'organisation de la classe, du rangement de ses affaires, du rangement de son lieu de travail ou de son poste de travail, que ce soit à la maison, en classe, à l'école, parfois des directions d'école qui me disent j'ai pas le temps de ranger mon bureau et c'est un vrai sujet. Et souvent, en fait, en coaching, dans les coachings de profs ou de direction, la question du rangement, elle est intervenue à un moment donné. C'est pas toujours le sujet, mais c'est un sujet qui a en fait un impact dans le reste de notre organisation, la gestion de classe, la fluidité de ce qu'on fait dans la classe, comment on s'organise, etc. Et donc je me suis dit, mais en fait, Home Organizer, tu dois avoir les réponses à certaines questions, peut-être des petits tips à donner, ou en tout cas c'est ta spécialité, donc voilà pourquoi j'ai eu envie de te faire venir au micro du podcast. Je te remercie Émilie, je trouve que c'est super intéressant aussi qu'on puisse parler de l'organisation en général et de comment on va pouvoir aider les profs à l'appliquer au quotidien dans leur classe et dans leur manière d'enseigner, donc je suis ravie. Ouais. Donc l'objectif là de l'épisode, ce qu'on s'est dit, c'est que qu'on veut apporter des pistes de réflexion, éventuellement des conseils, des principes d'organisation du coup aux profs et aux personnes qui écoutent, pour que chacun et chacune puisse imaginer des solutions ou des process qui leur conviennent. Parce qu'on a parfois des idées du rangement bien précises qui ne nous conviennent pas forcément. Et puis l'enjeu derrière ça, c'est de se dire que finalement, en s'organisant mieux, en rangeant mieux, en trouvant les process avec lesquels on est à l'aise, on va finir par gagner du temps pour pouvoir vraiment se focaliser sur l'essentiel et également préserver notre équilibre de vie, parce que les profs qui nous écoutent savent qu'on a toujours l'impression de courir après le temps. Donc si l'organisation peut nous permettre d'en gagner un peu, c'est pas mal. Effectivement, ça va pouvoir être applicable de ce côté-là et puis sur un quotidien et pour améliorer le travail en classe et le travail à la maison. Donc, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire un peu qui tu es, parce que pour le moment, j'ai juste dit que tu t'appelais Capucine, et puis nous expliquer un peu ce que c'est qu'être Home Organizer. D'accord. Alors, je m'appelle Capucine, donc j'ai 33 ans. Et donc je suis certifiée en Home Organizing. Concrètement, je suis organisatrice d'intérieur. C'est-à-dire que je vais accompagner des familles, des particuliers, dans le tri des encombrements, le rangement de leur habitation, dans un objectif d'améliorer leur lieu de vie ou leur lieu de travail sur parfois des situations où les particuliers doivent travailler à domicile. Donc concrètement, je vais vraiment les accompagner dans une réflexion, dans un objectif d'organisation qui leur est propre et qui va fonctionner dans le foyer, dans la famille, pour que ça puisse durer dans le temps. Donc ça peut être de différentes manières. Je peux faire des visio-coaching sur des points précis qui vont durer 1 heure, ou je peux aussi intervenir à domicile avec
une phase d'organisation qui peut être de 3 heures ou de 6 heures en fonction de ce qu'on a choisi et du besoin du client. Donc voilà, et c'est vrai que l'organisation d'intérieur, ça s'applique en fait à plein de choses et ça peut être pris dans le cadre du travail personnel pour aussi améliorer sa productivité et gagner du temps tout simplement. Ouais. Bah là, c'est exactement ça qui nous intéresse. En fait, il y a vraiment cet enjeu. Moi, je le vois dans les coachings, et c'est ce que je disais juste avant, cet enjeu de gain de temps et de gagner en efficacité, en tout cas dans cette gestion du matériel, cette gestion de l'organisation de l'espace. Parce qu'en plus, dans une classe, l'organisation de l'espace, ça a énormément d'importance sur les apprentissages, sur les échanges, sur la fluidité des choses, sur l'autonomie des élèves dans la classe. Donc, voilà, je pense que tu vas nous apporter des petits points de clarification avec aussi une approche différente parce que ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu n'es pas du tout prof et t'as vraiment la focale organisation. C'est ça. C'est-à-dire que justement, je suis là pour montrer que ça peut être adapté dans le cadre du travail et que l'organisation qu'on va appliquer à la maison, dans un système familial ou dans un système de travail à la maison, va aussi pouvoir se transmettre aux élèves entre les enseignants et les étudiants et justement pouvoir communiquer aussi sur une vision parce que il n'y a pas une clé juste sur une manière d'organiser les choses en fait. Il y a, on va dire, un process particulier à chaque personne et c'est important qu'il soit connu et communiqué pour que ça puisse être cohérent dans un groupe, notamment dans une classe. Ouais, alors là c'est hyper intéressant là, connu et communiqué. Ça veut dire qu'à la fois il faut prendre conscience de nos propres process, c'est-à-dire que c'est important de savoir comment moi ça me va, ça me convient de m'organiser, de ranger. Et en même temps, comme je suis pas tout seul, ben là, que ce soit à l'échelle de la famille ou à l'échelle de la classe, va falloir que je puisse prendre conscience de ce mode d'organisation pour pouvoir le rendre clair en fait, pour que les autres qui vont y participer, y contribuer, ben, puissent le faire sans que j'ai besoin tout le temps de rappeler, de réexpliciter ou de faire à leur place et leur rendre leur autonomie. C'est ça. La communication, c'est la clé de l'organisation. Enfin, c'est une des clés, je trouve, de l'organisation, dans le sens où la décision, elle est importante d'être choisie en groupe et que les enfants, même petits, en fait, ils peuvent donner leur avis et le fait de leur poser la question de savoir si pour eux ça paraît logique, on les aide aussi à respecter la règle qui va être mise en place puisque chacun a pu donner son avis et puis dire bah oui ça me plaît ou moi je préférais que ce soit des couleurs, des étiquettes, etc. Enfin voilà, après c'est plus particulier mais l'organisation dans l'optimisation d'espace, dans la gestion du temps, ça va améliorer la productivité, diminuer le stress et favoriser les échanges et la vie dans la classe en fait. Ouais, ouais. Et puis il y a cette idée là de ce que tu disais d'impliquer là les enfants en l'occurrence, c'est-à-dire que nous on a notre propre mode d'organisation. Si on veut que les enfants puissent participer, se mettre à ranger, etc., ben, va falloir les impliquer dans la réflexion euh, du pourquoi ou du comment. Je pense à l'exemple de ranger sa chambre. Si moi je décide que les petites voitures elles vont là, mais les poupées elles vont là, que la dinette c'est comme ça, etc., mais que c'est pas que je l'explique pas déjà à l'enfant et que c'est pas logique pour lui ou qu'il a une autre logique, du coup ça va être plus compliqué pour lui de respecter ce rangement alors que si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est si je l'implique, si je vois avec lui alors où est-ce qu'on les met les petites voitures et oui est-ce que tu veux un bac, est-ce qu'on les met ensemble, non mettons tout ensemble, etc. Ben, ça va permettre d'impliquer l'enfant et de lui permettre d'être plus à même de ranger et de respecter la façon de ranger qu'on a décidé ensemble. Quoi. C'est ça, parce qu'en fait, parfois, il peut y avoir des choses qui, en termes d'organisation, importent peu. Si, comme tu dis, on met les voitures en premier, les livres en deuxième et les poupées en troisième, concrètement, à partir du moment où c'est rangé, il n'y a pas forcément
d'importance. Par contre, pour l'enfant, il va y avoir une importance parce que peut-être que ces voitures, en ce moment, c'est son jeu préféré, donc il va absolument les mettre tout devant, pouvoir y avoir accès. Enfin, il va pas forcément le formuler comme ça, c'est sûr, mais c'est important de pouvoir lui dire, bah voilà, c'est en ce moment, on va ranger comme ça parce que tu joues aux voitures dès que tu rentres dans ta chambre, ou les poupées, tu préfères qu'elles soient assises derrière. Enfin voilà, c'est vraiment comprendre que l'organisation, ça voilà, ça s'apprend, ça se transmet et puis ça évolue aussi. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui restent, il y a des règles qui vont suivre, mais la règle principale, et ce que j'aime dire, c'est que c'est important de pouvoir justement réévaluer et puis se questionner. C'est-à-dire que quand les enfants grandissent ou quand le programme en classe évolue, quand on a plus de matériel, pourquoi on a d'un coup plus de matériel et on n'arrive plus à ranger. Donc se questionner régulièrement et pouvoir faire en sorte qu'il y ait une évolution et que l'organisation commune puisse grandir aussi. Ouais. Si je transpose à l'échelle de la classe, de tout ce que tu viens de dire, c'est à la fois être vigilant aux appétences et aux habitudes des enfants pour la première partie de ton propos, pour pouvoir tenir compte de comment ils fonctionnent, ce qu'ils utilisent fréquemment, etc., pour réguler un peu l'organisation. Et en même temps, c'est cette idée de se dire que c'est pas figé. En fait, qu'il va falloir, pour que ça reste organisé et rangé, on décide pas un jour c'est comme ça et pas autrement, et ça va pas rester le même type de rangement pendant toute l'année ou toute sa carrière. Il va falloir, en fonction des besoins, au fil d'une année, par exemple, on a de plus en plus d'outils, plus en plus de jeux. Il y a des choses qu'on a déjà faites et qu'on ne veut plus faire, des choses qu'on a déjà faites et qu'on va être amené à refaire, de nouvelles choses qui peuvent arriver dans une classe. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, de réévaluer constamment, régulièrement, C'est ça. parce que sinon, oui, voilà. régulièrement, la façon dont c'est organisé. C'est ça. Disons qu'il va y avoir des principes et des choses qu'on va transmettre qui doivent être un exemple et auquel on peut pas toucher. Si par exemple on estime que on a envie que dans sa classe il y ait moins de bruit visuel ou de choses comme ça, c'est important de pouvoir dire bah voilà, cette zone, on va éviter qu'il y ait des choses qui stagnent sur l'année, sur la table des élèves, la table du prof, etc., que ce soit assez clair, distinct. Ça, on va pas forcément y toucher, dans le sens où on a expliqué et on met en avant le fait que ça permette de travailler mieux, d'être plus focus sur la concentration. Mais par la suite, on va pouvoir se dire, en ce moment, on fait telle activité, donc c'est pas grave si ce bac d'activité, il était un petit peu plus loin, on va le mettre un petit peu plus près parce que c'est, je sais pas moi, les cadeaux de fête des mères, fête des pères, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis si après, on fait plus de jeux à l'extérieur, où le sujet en ce moment, c'est les jeux collectifs, enfin je connais pas tous les programmes, mais je veux dire en termes d'enseignement, il peut y avoir des choses différentes. Et donc là, on va pouvoir expliquer, bah voilà, pour que ce soit plus simple d'accès, ça c'était rangé là, mais on va pouvoir le disposer à cet endroit-là. Et le fait de leur expliquer, de garder un repère, si par exemple c'est la caisse de telle couleur ou l'étiquette qui a cette icône où c'est écrit ce mot, en fait, ça va pas perdre les enfants, ça va juste leur expliquer que le but c'est de gagner du temps et de leur faciliter la vie. Donc bien entendu, il faut comprendre aussi que les routines d'organisation et les lieux à ranger doivent quand même être pratiqués pour que ce soit instinctif, qu'on ne réfléchisse pas forcément à le faire, que les enfants aient une certaine habitude. Il faut quand même plusieurs temps pour que ça puisse être le cas. Mais pourquoi pas, ça peut être une histoire de saison ou de choses comme ça, où là on peut dire on va refaire un petit point, ça permet de trier, de désencombrer, de faire le point sur le stock. Pour un prof, ça permet de faire l'inventaire aussi des choses s'il y a besoin. Et voilà, et ça leur montre que c'est important dans leur vie d'avoir des choix et de pouvoir aussi les travailler et avoir une réflexion dessus. Ouais. Là, ce que tu dis, c'est il y a vraiment cette idée d'expliciter ces choix, d'expliciter les changements, donc de dire aux élèves, en fait, ça peut paraître simple et logique pour certaines personnes, mais je pense que tout le monde ne le fait pas forcément, de se dire, si je fais un changement dans mon organisation,
je le fais avec les élèves, je leur explique, on trouve la raison, ou si ensemble on remarque que, je sais pas, la boîte des ballons, elle était à tel endroit, mais qu'en fait finalement on a besoin de cette place-là pour autre chose et que les ballons on va les mettre ailleurs parce que c'est plus pratique, etc. Ben, d'en faire une annonce, une réflexion collective et que tout le monde, s'assurer que tout le monde ait entendu le changement et compris le changement et que ça fasse sens aussi. Je trouve qu'il y a cette idée de sens que tu ajoutes là dans le rangement. C'est-à-dire que on range pas juste dans une boîte parce que il faut ranger dans une boîte, on range dans une boîte à cet endroit-là, etc. Parce que, et c'est qu'il y avait derrière le mot de process, parce que, en fait, dans notre organisation, dans la fluidité de la classe, c'est plus pratique que ce soit là plutôt que ce soit là. C'est ça, exactement. Et puis c'est important de l'expliquer parce qu'il y a certains élèves qui... c'est comme par exemple une affiche. Plusieurs personnes vont lire l'affiche et ils vont chacun la comprendre différemment. Alors que si elle est expliquée par quelqu'un qu'on dit, bah voilà, il y a écrit telle et telle chose parce que ce qu'on a essayé d'exprimer dans cette affiche ou dans ce message, c'est ça. Ce sera toujours compris différemment qu'une personne qui va le lire de son côté. Donc c'est pour ça que voilà, je trouve que l'organisation, ça s'explique et ça se partage parce que ça se vit en fait et que c'est important de ne pas laisser comme ça les gens dire bah, c'est comme ça et pas autrement et puis en fait je t'ai pas demandé ton avis. Voilà, c'est pas la manière de voir les choses, donc je trouve que c'est important de pouvoir mettre l'accent dessus parce que c'est souvent oublié ou alors on estime que c'est pas important. Et selon moi, c'est très important pour pouvoir justement l'enseigner et avoir une réelle motivation aussi de la part des élèves, des enfants, du foyer. Enfin voilà, ça peut s'appliquer dans différentes situations. Ouais. Donc là, si on résume là, ce que tu as déjà dit, c'est que l'aspect communication est hyper important dans le rangement, que chacun va avoir sa propre manière de ranger, ses propres process, et il faut trouver ce qui nous convient individuellement ou collectivement, mais ce qui est facilitant. Que du coup, il faut en prendre conscience parce qu'ensuite, c'est comme ça qu'on va pouvoir le partager, le communiquer, mettre du sens, expliquer et qu'on va pouvoir engager tout le monde dans cette organisation et aller dans le même sens. Et puis que ça se réévalue régulièrement pour pouvoir réajuster l'organisation aux nouveaux besoins qui arrivent dans une année, dans une vie, etc. Parce que finalement, cette organisation, c'est pas quelque chose de figé. Organisation et rangement, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de... tu disais, ça se vit, ça se partage, donc c'est quelque chose qui va évoluer avec nous au fil du temps. Exactement. Exactement. Et c'est important aussi de pouvoir sensibiliser les élèves à ça, parce qu'en fait, ça va leur apprendre à catégoriser pourquoi tel objet, on va le mettre avec tel objet. L'intérêt, est-ce qu'on classe les objets par petite voiture, par thème, enfin... parce qu'elles font de la musique, par couleur, etc. Et le fait de leur apprendre justement ce principe aussi de pouvoir catégoriser les choses, ça va leur transmettre l'envie de trier. Pourquoi on a 25 petites voitures et pourquoi on n'a que 3 poupées ? Peut-être que... on va mettre l'accent sur avoir un petit peu plus de poupées ou un peu moins de voitures. Voilà, c'est mais ça. Ce que tu veux dire, c'est marrant parce que tu n'es pas du tout enseignante, mais tu réussis quand même à faire du lien. Non, mais c'est du lien si tu connaissais les programmes de la maternelle. Non, je ne connais pas. Non, mon fils va bientôt rentrer à l'école, mais je ne connais pas. Mais du coup, c'est lié. Et c'est vrai que ça permet... Bon, ça met du sens. Toi, tu as l'optique rangement, mais c'est vrai que ça permet de faire du lien avec certaines compétences qui sont en fait utiles. On voit... qui ne sont pas que des compétences mathématiques ou logiques, ce sont aussi des compétences de vie qui nous aident. Et puis, ça les rend autonomes, ça leur permet aussi de prendre des décisions. C'est-à-dire que si j'ai fait de manière accompagnée, qu'on m'a accompagnée dans ma réflexion et qu'on l'a dit, allez, alors les enfants, on a un problème, là, les voitures, elles sont toujours dérangées, comment on pourrait trouver un moyen de les ranger pour que tout le monde les range ? C'est intéressant. Si on dit, on commence à les trier, on va chercher un critère, comment on fait pour ranger, pour bien retrouver les voitures rouges et les voitures bleues, on n'a qu'à les mettre dans des bacs séparés, etc. Du coup, ça, c'est des choses qui peuvent permettre de faire des séances où on discute avec les élèves. Ça leur permet aussi de réfléchir, de prendre des décisions, de trouver des solutions à un problème plus ou moins complexe de la vraie vie.
donc quelque chose d'assez concret et en même temps qui leur permet de raisonner. C'est ça. Tu nous as déjà donné quelques principes. Est-ce qu'il y a d'autres principes de rangement ou d'organisation à connaître qui vont nous permettre ensuite de mieux trouver ce qui nous convient en termes d'organisation ? Je pense que c'est important de savoir que l'organisation, ça, comme je disais, ça se vit en fait. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de figé, c'est d'avoir quelque chose de pratique qui dure dans le temps et qui va permettre d'avoir un gain de temps. Donc c'est important de pouvoir minimiser le nombre de ces mouvements dans le rangement, c'est-à-dire que on a tous été confrontés au moment où effectivement on en a plein les bras et on se dit qu'est-ce que je fais ? Je pose là en attendant, donc en attendant que je m'en occupe ou que quelqu'un d'autre s'en occupe ou qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, donc c'est important de pouvoir savoir qu'il y a une règle, c'est pas plus de 3 mouvements pour ranger quelque chose. Par exemple, c'est pour ça que les rangements, c'est souvent tirer un bac, poser, puisque là, c'est que 2 mouvements en fait pour ranger un objet. Alors que si c'est dans une boîte avec un couvercle qui contient encore une petite boîte, ça veut dire prendre la boîte, ouvrir le couvercle, reprendre une boîte, etc. Et c'est ce qui va freiner le rangement et qui ne va pas du tout fluidifier le mouvement. Il y a des gens que ça ne va pas du tout déranger et qui aiment bien que ce soit dans une pochette, puis dans un trieur, puis dans une boîte et dans un placard. C'est assez rare. Et le but, c'est de pouvoir de pas passer son temps à ranger, que ce soit plus fluide et puis que ce soit compris. Et l'intérêt, c'est ça. C'est donc le fait de ne pas excéder le nombre de mouvements pour ranger. Donc ça va être dans des bacs ouverts que l'on tire. Ça va être, par exemple, on peut ouvrir un placard, tirer un tiroir. On va dire que c'est le maximum. C'est réfléchir à aussi des outils, des accessoires et des solutions de rangement qui vont être adaptés et conformes, on va dire, à la catégorie d'objets qu'on a l'intention de ranger. Donc ça se réfléchit en fait, l'organisation. Ouais. Mais là, ce que tu me dis, ça me parle complètement. Moi, c'est vrai que j'ai eu plusieurs moments dans ma vie et dans ma classe notamment où j'ai cherché des solutions pour pouvoir être plus efficace pour ranger. Et c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivée. Je pense aux classeurs, par exemple, où mes premières années, je rangeais tout dans les classeurs. Sauf que pour ranger dans un classeur au quotidien, en fait, quand c'est pour archiver, tu vois, ça me pose pas de problème. Par exemple, chez moi, j'ai des classeurs pour ranger des trucs que je vais pas aller chercher fréquemment, genre les anciennes fiches de paye, les anciens trucs d'impôts et tout, tu peux les mettre dans des classeurs. Par contre, les trucs à ranger au quotidien, que ce soit le courrier que tu reçois, etc., ou dans la classe quand tu arrives avec tes photocopies, ton sac, et que tu as fini ta séance et que tu en as une autre qui s'enchaîne, si tu dois à chaque fois sortir le classeur d'une étagère, ouvrir le classeur, lever le bras de levier, éventuellement tourner toutes les pages qui sont déjà dans le classeur, aller chercher une pochette ou perforer ta feuille pour mettre dans le classeur, en fait, ça fait que tu te retrouves chaque fin d'année avec déjà une pile de papier à ranger dans les classeurs. Au mieux, tu les auras triés, mais au pire, en plus, faudra les trier. Et puis surtout, tu passes ton année à te dire « Oh là là, j'ai ça à ranger, j'ai ça à ranger, j'ai ça à ranger », mais tu as tellement la flemme parce que ça s'accumule et qu'il faut ranger dans le classeur que, tu vois, ce truc des mouvements, ça me parle complètement, en tout cas, de me dire, au final, au quotidien, personnellement, moi, le classeur, ça ne me convenait pas. Parce que c'était trop de choses. J'avais des classeurs à levier en plus. Oui, donc encore plus de mouvements. Ouais. Voilà. Oui, c'est important de pouvoir voir quelle organisation on a. Et par exemple, si on se dit, allez, je prends une demi-heure dans ma semaine pour ranger mes papiers, en fait, c'est possible à partir du moment où on a fait un système de rangement simple au départ, qui est par exemple les 3 bannettes avec les documents à traiter, les documents en cours, donc c'est qui ont déjà été traités, enfin je fais ça pour le courrier notamment, et après les documents à ranger. C'est-à-dire qu'après, sur la demi-heure qu'on a dans sa semaine, on va pouvoir prendre les documents à ranger, s'asseoir, prendre ces 3-4 classeurs qui correspondent et pouvoir les ranger. Et là, pour le coup, oui, c'est totalement possible, même en moins d'une demi-heure, même si on a beaucoup de papier, on est censé pouvoir les ranger. À partir du moment où on sait où se trouvent les papiers à ranger, on va se caler un temps défini
avec une mission exacte et précise qui va permettre d'optimiser le temps et de ne pas être dégoûté non plus du système de rangement. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire à reculons puisqu'on sait qu'on va pouvoir mettre que, je ne sais pas, s'il n'y en a pas beaucoup, peut-être 10 minutes à tout classer, et le sentiment de satisfaction est quand même assez important aussi dans ce genre de process, c'est-à-dire voilà, mes papiers à ranger, ils sont faits, maintenant il va falloir que je m'occupe du à traiter et de ce que j'ai déjà regardé. Je trouve que l'impact là du rangement, c'est aussi un impact sur le regard qu'on porte sur soi, c'est-à-dire que et de satisfaction. Tu vois, le fait que en fait ça va être vertueux dans le sens où si au quotidien je trouve un système qui me permet de facilement poser ce que j'ai à poser, parce que dans une classe, la réalité, c'est que ça va vite, qu'on est tout le temps sollicité, qu'on a peu de temps, on fait nos photocopies vite fait le matin, ou vite fait à la récré, ou vite fait, etc. Donc, on prend un peu d'avance, donc on a plein de choses, on finit par les poser, ça s'accumule, enfin, il peut vite y avoir de l'accumulation. Donc, si on a un système simple, avec peu de mouvements, qui permet au quotidien, malgré cette rapidité des choses, de pouvoir, comme tu disais, dégrossir un peu et pour que au moment où on a besoin de ranger, en fin de journée ou en fin de semaine, en fait, ce soit déjà organisé, ce soit déjà trié, qu'il n'y ait pas à la fois à trier, jeter, sélectionner et ensuite ranger, archiver ou réajuster. C'est ça. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de se questionner sur finalement ce serait quoi peut-être ces catégories. Tu vois, là tu parlais du courrier et tu disais à ranger, à traiter, je sais plus. Oui, et à traiter en cours, enfin ce qu'on a déjà regardé, et à ranger. Après pour les enseignants, ça peut être, comme tu disais, tout ce qui est documents administratifs. Ça peut être, il peut y avoir, en fait, si on prend l'administratif en direction liée aux élèves, il peut y avoir ce qu'on récupère et ce qu'on doit distribuer. D'accord. Il y a ça, il y a des choses qu'on nous donne et qu'on doit distribuer aux élèves, et il y a des choses que les élèves nous donnent et qu'on doit soit garder, soit redonner à la direction ou à la mairie, enfin voilà. D'accord. Donc déjà, il y a ça. Sur l'administratif, pour soi, il y a l'administratif professionnel, en fait, ce qui va nous concerner, nous, donc qui est presque du professionnel personnel, quoi. Oui, c'est ça. Individuel, je sais pas, je vais en formation, de convocation, enfin voilà. Après, il y a tout ce qui concerne vraiment les apprentissages. Donc, il y a le futur et le passé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce que tu as fait en avance, tes photocopies, les futurs documents dont tu vas avoir besoin dans la journée. Et donc, tu as besoin, pour ta gestion de classe, de ne pas avoir à les chercher. Si à chaque transition entre deux séances, tu cherches tes papiers, c'est une occasion pour que tu perdes tes élèves, quoi. Et que du coup, tu perds du temps parce qu'ils se sont énervés, parce que toi, tu cherchais ton papier, etc. Donc, il y a pensé aussi cette organisation de ce dont je vais avoir besoin là dans la journée, ce dont je vais avoir besoin bientôt, et puis tu as aussi dans l'autre sens ce que tu récupères des élèves, soit parce que tu dois le corriger, soit parce qu'ils n'ont pas terminé. Enfin, en fait, c'est vrai, pas mal de catégories. Pas mal de gestion, ouais, d'accord. Ouais. Et après, il y a aussi, dans tes documents pédagogiques de préparation, etc., ce que tu as fini ta séance, tu avais ta fiche de préparation, quelques exercices, etc. Tu as fini ta séance. Il faut que tu puisses ranger ça. Parce qu'elle est terminée. Soit elle est en cours, soit elle est terminée. Donc, il y a comme sur le courrier, le en cours, à traiter, à ranger. Et en même temps, dans ces catégories-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres catégories. Oui. Ça dépend qui ça concerne. Ça peut être intéressant aussi de différencier les choses. C'est-à-dire que... après, ça dépend parce que les enseignants n'ont pas toujours un très grand bureau, mais du moins avoir des rangements peut-être à la verticale où il peut y avoir ces documents de transmission entre les élèves et l'enseignant, puis les transmissions entre l'administration et l'enseignant, et puis après les documents d'enseignement par exemple. Et en fait, ces 3 bannettes pourraient justement regrouper les choses qu'on peut faire en avance, les photocopies qu'on peut avoir sur un temps ou au moment s'il y a des élèves qui sont en sortie où on a un petit peu plus de temps, etc., où on peut justement classer ces documents. Et après, pourquoi pas avoir une bannette de journée, en fait. Et dans cette bannette, on y mettrait les documents avec les enseignements du matin, de l'après-midi, ceux qui ont été faits peut-être la veille si on n'a pas eu le temps de vider sa bannette. Et au quotidien, en fait, avoir une routine de juste ma petite bannette, je vais ensuite la vider
mettre par catégorie que j'ai choisi dans les documents à la verticale, c'est-à-dire prendre des grandes feuilles A3 là, qu'on ouvre et qu'on ferme, où il n'y a vraiment aucun mouvement à faire. Ça contient aussi pas mal les documents. Ça permet d'y avoir accès rapidement. Et vider cette bannette le soir ou au fur et à mesure en fonction du temps et de ce qu'on aime faire. Et puis après, la re-remplir pour le lendemain. Voilà, alors demain, il va falloir que je fasse ça, et avoir un code couleur sur, après, tout dépend des programmes, mais ou par matière, ou par type d'enseignement, etc. Et ça peut être quelque chose qui est gérable, puisqu'en fait, en termes de mouvement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à ouvrir et à fermer. On peut avoir des gros titres, des post-it de couleur sur le devant de chaque pochette, ou des trombones de couleur, ou des choses comme ça, qui aussi vont permettre à l'enseignant de pouvoir s'organiser en ayant le moins de choses en tête possible. Et puis les enfants aussi, ils vont se dire, dans la bannette, il y a du violet et du rose, ça veut dire qu'on va faire telle et telle matière. Enfin, ça peut être aussi intéressant pour eux de pouvoir le comprendre et de s'impliquer aussi là-dedans et d'avoir un système d'organisation qui, encore une fois, qui est connu, quoi. Ouais. Oui, c'est intéressant de les impliquer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à prendre en charge aussi, nous, complètement, alors qu'effectivement, si on implique les élèves dans certaines parties de l'organisation et que c'est visible et lisible pour eux, ils peuvent aussi y contribuer. Là, ce que tu es en train de dire, c'est quand, par exemple, on distribue des choses quand il y a des trucs en trop ou des trucs pour les absents, il peut y avoir quelque chose d'assez visible pour les élèves où, on va pas tout, à chaque fois, tout ne transite pas par l'adulte, c'est-à-dire que maîtresse, il y en a trop. C'est pas forcément à la maîtresse qu'on va donner, mais il peut y avoir un endroit prévu pour exercices en trop, ou qui vont devenir peut-être des feuilles de brouillon. Voilà. Il peut y avoir un truc que le prof ou la maîtresse doit corriger. Ça, on le voit quand même assez régulièrement dans les classes, les trucs à corriger, mais on peut imaginer aussi, même je pense que c'est un point de réflexion que chacun peut avoir, c'est finalement dans ce que je prends, notamment quand la question du rangement est problématique, ou c'est un sujet dans sa classe, c'est se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je prends en charge et qui pourraient être partagées avec les élèves en matière de rangement? Et si oui, comment je peux les engager, rendre ça plus visible, plus lisible et plus visible? C'est ça. Et puis c'est important de pouvoir donner l'exemple, et les enfants, les étudiants ou les enfants, ils sont toujours, ils vont le voir en fait, que le prof est un peu sous l'eau dans l'organisation, qu'il va mettre 10 minutes à trouver les papiers, et en fait, il va voir qu'il y a une sorte de problématique de gestion, et il va pas forcément le verbaliser tout de suite et l'intégrer de manière consciente, mais c'est important d'avoir dans l'enseignement des règles qu'on maintient et auxquelles on se réfère, parce que ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire être organisé, c'est important pour l'évolution. On sait où sont ses chaussettes pour s'habiller, où elles sont... c'est des choses qui vont être importantes d'être transmises. C'est pas à l'enseignant d'éduquer de cette manière-là, mais par contre donner l'exemple dans la manière d'enseigner, de communiquer et de travailler dans la classe va pouvoir être transmis dans le foyer, etc. et à la maison pour l'enfant aussi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est modélisant et qu'il y a aussi une partie qui va être de donner l'exemple et de montrer un peu comment on fait, de mettre des mots aussi sur nos procédures, sur de rangement. C'est vrai que tu vois, parfois dans les classes, il y a souvent un moment où l'enseignant va dire « Allez, on range ». Et c'est un peu comme je m'étais fait la remarque, moi, avec mes filles quand elles étaient petites à la maison, c'est ce « on range », qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, le moment où on dit on range, il mériterait d'être travaillé, explicité, mis en mots, mettre des mots sur les procédures, comment on range, qu'est-ce qu'on fait quand la maîtresse ou le maître disent on range, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je regarde, où je mets quoi, qui fait quoi. On pourrait avoir l'impression que on range est très explicite, alors qu'en fait on range ça peut vouloir dire plein de choses, et pour certains ça veut dire on cache tout et pour d'autres ça peut dire on range, on attend que l'adulte y range, parce que de toute façon on sait très bien que si on laisse le puzzle sur la table, à un moment donné il y a un adulte qui va venir le ranger.
Alors que si on travaille comme un apprentissage, en fait, cette phase de rangement, que ce soit en maternelle, en élémentaire ou au collège, ben, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est important de le formuler. C'est ça, et puis ça va les responsabiliser aussi, parce que si on décide de faire une répartition des tâches de chaque personne, c'est-à-dire euh, un enfant qui va ranger ce coin-là avec un autre enfant en collaboration, on va dire, ça va le sensibiliser sur le fait de ranger des choses qui ne lui appartiennent pas. Pourquoi ranger, de pouvoir travailler en commun et de voir visuellement un espace qui est rangé grâce à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ça va les sensibiliser comme ça sur des valeurs qui sont importantes voilà, dans le partage, le prêt, etc. Puis après, l'apprentissage de la lecture ou reconnaître des icônes, des couleurs, etc. C'est ce qui va justement être hyper intéressant. Et le rangement, ça peut être hyper ludique et un moment fun en fait. Et ça, c'est important de pouvoir aussi le transmettre, que le rangement, c'est pas que le moment horrible de la fin de journée, que l'enseignant, il peut mettre une musique, enfin la musique du moment, que les élèves ont choisi le lundi pour toute la semaine, par exemple, et donc on met cette musique-là, ou alors c'est un petit conte-minute qui est la mascotte de la classe, en fait, et donc on dit, allez hop, on met les 5 minutes de la petite cocotte, et puis tout le monde range en même temps. Enfin, ça peut être des choses comme ça, et c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, rendre fun et motiver. C'est ça. Ça peut être motivé. Ça peut motiver l'enseignant même quand il est tout seul aussi, de se dire, Bien sûr. allez, je mets ma musique préférée, elle dure 4 minutes 30, en 4 minutes 30, je dois avoir rangé tel truc et tel truc, notamment pour les personnes qui ont du mal à rester focus. Moi, je me vois, hein, quand je range, je vais commencer à ranger un truc, et puis je vais voir un autre truc, donc je vais aller ranger un autre truc, etc. Alors que se me dire, ok, je mets la musique, à la fin de la musique, le bureau, il doit être nickel, par exemple, ou c'est ça. Ça peut être motivant. C'est ça. Dans ce que tu as dit, j'avais envie de revenir sur plusieurs choses. La première, c'est les routines. En fait, tu t'en as rapidement parlé au début, et ça revient dans ce que tu dis, c'est que, en fait, une fois qu'on a décidé du process, des règles de rangement, etc., il y a un moment donné où faut que ça devienne routinier, il faut que ça devienne habituel. C'est Donc ça. l'importance de se poser des petites routines d'organisation et de rangement. C'est ça, c'est pour ça que ça peut être des réflexions qui sont faites sur la routine de l'entrée en classe de l'enfant ou de la sortie de classe, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, ou la routine, le process et les choses à faire quand on débute une activité, quand on... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir le lieu où on va faire l'activité. Est-ce qu'il faut que la table de l'activité soit pleinement dédiée à cette activité-là? Oui, non. Après, c'est à l'enseignant de choisir pour pouvoir les sensibiliser sur cette procédure, en fait, qui va leur permettre après de dire qui va permettre aux élèves de dire, là, par contre, il reste encore un peu de l'autre activité, comment ça se fait, etc. Donc, à chaque fin d'activité, on va ranger, de quelle manière, etc. Donc, ça peut être des routines comme ça peut être, comme j'ai dit, la routine en fin de journée de la musique. Et puis, c'est important voilà, encore une fois, de les intégrer pour que la routine elle soit bien vécue, et puis que justement après il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on fait ça pour aller vers une autre activité, pour faire attention aux objets ou aux jeux, c'est-à-dire que s'il y en a partout, qu'on fait plein d'activités en même temps, on peut casser des choses, on ne sait plus où ça se range après, donc on va perdre du temps. Donc les sensibiliser là aussi sur l'intérêt et ce que ça peut apporter. On va faire plus d'activités si au fur et à mesure on range. On va pouvoir en faire plus dans la matinée, on va pouvoir jouer plus longtemps si on met moins de temps à ranger. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place. Ça fait partie du sens et de ce qui motive, c'est-à-dire qu'on range parce que ça va nous apporter quelque chose, c'est de mettre en exergue un peu le gain qu'on a à organiser et puis à ranger. C'est ça, c'est ce qu'on fait à la maison avec la pâte à modeler ou les feutres, hein. Pourquoi on les ferme, pourquoi on ferme la pâte à modeler, pour pouvoir l'utiliser après, sinon après elle est toute sèche. Enfin, et puis c'est plein de choses comme ça, mais en fait on oublie parfois de le dire, c'est-à-dire non, il faut ranger, c'est important, il faut que ce soit propre, je l'ai décidé. Alors oui, c'est forcément amené par un adulte, mais par contre il faut expliquer l'intérêt, parce qu'en fait ça montre aussi qu'on ne fait pas les choses bêtement en fait. Ouais.
Et puis du coup, c'est à répéter. C'est-à-dire que c'est parce qu'on l'a dit une fois qu'il faut accepter le fait que c'est un apprentissage et que il va falloir répéter, il va falloir redire les choses sans forcément s'agacer, sans que ça va pas devenir automatique parce qu'on l'a dit une fois. Voilà, on a parfois tendance, quand on est adulte, à dire, attendre et être... et avoir des attentes qui sont pas tout à fait réalisables pour des enfants, parfois même pour des adultes. Oui, c'est ça, il faut le répéter. Et puis le fait, encore une fois, de montrer l'exemple et de le faire, c'est une forme de communication et de transmission. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de répéter tout 10 fois dans la journée, mais par contre, déjà, si on le fait, les enfants le voient et ça fait déjà une fois à répéter en moins. Ouais. Et puis du coup, il y a des choses qui se répètent sur le sens, le pourquoi, et on va pouvoir se focaliser là-dessus. Et il y a aussi des choses dans l'organisation qui vont permettre de ne pas trop répéter. Par exemple, de ne pas dire où se rangent les choses. Tu disais tout à l'heure que fallait communiquer. Quand on a bien communiqué sur où se rangent les choses et qu'on a accompagné ça de peut-être mettre des étiquettes, clarifier, tu as parlé des icônes tout à l'heure. Quand ça c'est bien balisé, du coup il y a une partie des choses qu'on n'aura pas besoin de répéter. Donc il y a un peu à réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre comme soutien visuel ou dans l'organisation pour que finalement j'ai pas besoin de répéter à chaque fois où vont les choses parce que c'est assez clair. Et en même temps, accepter de répéter régulièrement, rappelle-toi pourquoi on fait ça, c'est important pour maintenir un peu le sens, parce qu'on oublie, on l'a dit le 1er septembre, on met les bouchons comme ça parce que ça sèche pas, va falloir le redire. C'est ça. Et puis le fait que ce soit communiqué dans la classe, ça peut aussi être un autre élève qui le dit. Au final, après, peut-être voilà, il y en aura toujours un dans la classe qui s'en souviendra pour pouvoir le transmettre aussi. C'est ça. Mais tu as raison de le dire quand même, parce qu'il y a des choses qu'on ne transpose pas toujours. C'est-à-dire qu'on va le faire au fil de notre séance. Ça, on va facilement demander aux élèves alors qui peut répondre, qui a quelque chose à ajouter, etc. Mais du coup, le transposer à l'organisation, c'est important de pouvoir consciemment transposer nos gestes. Et parce qu'il y a vraiment ce sujet-là aussi de tout ne passe pas forcément par nous. Et ça nous rend disponibles aussi. Quand d'autres élèves sont capables d'indiquer à d'autres où on range, comment on range et qui peuvent s'accompagner les uns les autres, c'est aussi des interventions qu'on n'a pas à mener nous-mêmes et donc qui nous libèrent du temps, soit pour ranger nos propres affaires, soit pour aider les élèves. Et ce moment du rangement, là, c'est un moment de transition en termes de gestion de classe qui peut avoir un impact positif ou négatif sur le reste de la journée. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur, comment je me rends plus disponible, comment moi je peux aussi un peu mieux prendre ce temps pour ranger mes affaires parce que j'ai pu autonomiser les élèves pour ranger. Et donc, il est là aussi l'enjeu. C'est que si je pense l'organisation dans ma classe, si je pense comment ça se fait que je clarifie, que je travaille ça avec les élèves, une fois qu'ils sont de plus en plus autonomes, qu'ils savent quoi faire, moi je peux être libérée pour autre chose, notamment ranger mes petites feuilles à la fin de ma séance ou autre. Il y a autre chose que tu as dit une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que tu disais travailler le fait qu'on ne range pas seulement 16 affaires, peut-être éventuellement responsabiliser, avoir des missions. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de règle toute faite et c'est chacun selon les situations, selon les moments, selon ses élèves, etc. Mais c'est intéressant de prendre conscience que ça aussi, ça s'apprend. Tu vois, je pense que tous ceux qui ont des enfants, en tout cas pour ma part, le coup de on débarrasse que son assiette, on lave que sa cuillère, etc., c'est pas forcément évident pour les enfants, alors que pour nous adultes c'est logique, tu vas pas débarrasser que ton assiette, et puis moi est-ce que je lave que mes culottes, enfin tu vois. Et donc non mais exactement, non mais je te suis complètement là-dessus. Je pense que c'est une des valeurs qui est importante de transmettre aussi, justement, d'avoir ce partage et puis cette envie que chacun, en fait, avec sa mission, va faire avancer le groupe. C'est-à-dire que je trouve que c'est important d'avoir... moi, j'aime bien les petites missions, c'est-à-dire qu'au départ, c'est jamais fluide, c'est jamais... tout le monde ne va pas se dire « Oh, moi, je vais ranger ça, moi, je vais ranger ça ». Enfin, c'est utopique de l'imaginer de manière concrète. Donc, c'est important de pouvoir dire voilà... Toi, tu vas avoir telle mission, toi, telle mission sur un jour, 2 jours ou une semaine. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant et
de la classe dans laquelle il se trouve. Et après, il va échanger. Ah bah moi, j'aime pas trop cette mission, je préfère celle-ci. Et puis une autre personne, bah moi, j'adore celle-ci, donc je veux bien échanger avec toi. Enfin, voilà, ça va les sensibiliser aussi sur ce qu'ils aiment faire, pourquoi, etc. Et après, moi, je repense toujours à, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un voyage éducatif sur un voilier. Et donc j'avais 13 ans, enfin de mes 13 à mes 14 ans. Et en fait, on avait chacun des missions. Il y en avait un qui s'occupait du pont, l'autre de réparer, enfin de nettoyer le pont, de réparer les voiles. Il y en avait un, c'était plus l'intendance. Et en fait, ça permettait de pouvoir tourner en fonction des postes. Il y en avait qui aimaient des postes plus que d'autres, en fait, ça dépendait de chacun. Et quand on arrivait au port, on savait que tout le monde avait sa mission, tout le monde avait quelque chose à faire. Alors, il y avait une discussion sur à quel moment on le fait, mais en fait, c'était rapide et fluide. Alors, au départ, pas toujours, parce que chacun a dû apprendre aussi un peu son poste. Et après, régulièrement, je crois que c'était tous les mois, on changeait un peu de poste. Et à la fin, il y en avait qui étaient restés dans leur poste un moment parce qu'ils l'aimaient et que personne ne voulait faire ça. Et moi, au départ, on m'avait mis intendante une fois et j'avais dit « Ah non, mais je veux surtout pas être intendante, m'occuper de la gestion des fruits, des légumes, des courses, ça me fait peur. » Et en fait, après, j'avais adoré. Et voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir découvrir aussi des aspects un peu de la vie grâce à ces petites missions qu'on peut donner au quotidien, en fait. Ouais. Tu vois, là, moi, ce que tu me dis, ça m'évoque souvent dans les classes, on va inciter les élèves à ranger là où ils étaient. Et finalement, là, ce que tu dis, ça remet un petit peu en question ça. Et c'est vrai que c'est une autre façon de faire, en tout cas. On peut se dire, on range ce qu'on a fait, mais on peut aussi se dire, tiens, décidons, puisque le rangement, c'est un sujet qu'on va apprendre tous ensemble à ranger, à organiser, etc. Et je pense même aux classes de maternelle où il y a des pôles, il pourrait très bien y avoir un groupe d'élèves qui est responsable de ranger le coin cuisine ou le coin jeu de construction, etc. Et que même s'il n'y était pas, au moment où c'est le moment de ranger, chacun prend son rôle, sa mission, et se dit ok, moi ma mission c'est que le coin cuisine soit rangé à la fin de la petite musique. Et j'y vais, j'arrête ce que je fais, j'y vais et je vais ranger le coin cuisine. En plus, du coup, ça permet, comme tu le dis, de pouvoir s'améliorer, découvrir son poste, on va dire, et puis de s'améliorer et de voir, voilà, ça fait 2 semaines que je range le coin cuisine, j'ai vu que finalement, si je range les fourchettes d'abord, ça fonctionne mieux. Je peux peut-être même du coup te faire des suggestions. Ça fait 4 jours que le bac à légumes il déborde, faudra un deuxième bac, alors que si je range juste ce que j'ai fait et que je m'en vais vite fait en attendant que ce soit fini. Donc je trouve que c'est une piste en tout cas à explorer, de se dire peut-être qu'on peut penser le rangement collectif autrement et trouver des missions. Il pourrait peut-être même y avoir l'élève qui s'occupe de trier les productions des élèves, ou de voir si tout le monde a bien mis son nom sur ses travaux. Enfin, voilà. Et ça permet d'être plus efficace, plus concentré et de tenir quelque chose sur la durée. Donc j'aime bien ta comparaison, là, ton expérience sur le voilier. Ça va peut-être inspirer des auditeurs et des auditrices. Peut-être. On a pas mal parlé de la classe et un petit peu aussi des enseignants, mais je crois que dans le rangement, quand on parlait des classeurs tout à l'heure, il y a pour les enseignants cette problématique de comment ranger pour gagner du temps. Souvent, moi, ce que je vois dans les coachings, et notamment quand on est sur l'équilibre vie pro, vie perso, c'est je passe trop de temps à ranger à la fin de ma journée. Parce que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça s'accumule, voilà. Comment tu pourrais, par quoi tu commencerais si tu devais accompagner un enseignant, voilà, qui dit moi je passe trop de temps à ranger, je range tous les soirs, ma classe quand je pars elle est rangée, mais j'y ai passé 1 heure. Et le lendemain, ça va recommencer et du coup, ça me désespère un peu. Ce qui est normal d'ailleurs d'être désespéré si on a mis autant de temps. Faut dire que voilà, c'est que c'est pas normal. Enfin, normal. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, ou du moins c'est possible d'agir différemment.
Premièrement, c'est quelque chose qui s'applique aussi au quotidien, c'est de savoir que tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer le plus de fois possible dans la journée de se voir avec un objet ou quelque chose dans la main et de se dire non, je vais essayer dans un premier temps, parce que forcément, c'est qu'on a un petit peu plus de difficulté à rester ordonné. Donc, on va essayer au maximum de le poser à un endroit qui va être le plus adapté. C'est-à-dire que une fois l'organisation réfléchie, il va falloir se forcer aussi à pouvoir mettre tel objet à tel endroit au moment où on a arrêté de s'en servir, au moment où on l'a pris. C'est-à-dire que voilà, on a un pot à crayon, on prend le crayon, on écrit, on le remet dans le pot. Et en fait, ça va être des choses, parce qu'en fait, on ne prend pas plus de temps à le remettre dans le pot que de le poser à côté de la feuille. C'est juste qu'il va falloir essayer au maximum de pouvoir disposer au moment où on utilise l'objet ou à la fin de son utilisation, l'objet à l'endroit qu'on a choisi et défini. Donc ça inclut le fait d'avoir choisi, défini des endroits précis pour chaque objet. Et tout se réfléchit, la règle, le post-it, les stylos, les papiers, voilà, enfin... Tout a une réflexion, les clés, les choses personnelles, le sac à main, le manteau, enfin, tout se réfléchit parce qu'en fait, tout accumulé engendre du bazar en fait. Donc c'est important d'avoir une réflexion sur chaque chose en lien avec ses habitudes, c'est-à-dire d'avoir toujours sa veste sur sa chaise, c'est pas toujours... surtout l'hiver, c'est encombrant. S'il pleut, après on a le dos tout mouillé. C'est des choses comme ça qui peuvent paraître logiques, mais c'est important de se dire tous les matins, je vais mettre mon manteau sur mon porte-manteau. Donc ça, déjà, c'est des choses aussi à faire au quotidien sur le long de sa journée. Donc se forcer à reposer chaque objet à sa place et donc avoir une place pour chaque chose. Et donc, comme je disais, des routines de rangement avec, pourquoi pas, des récompenses, des rôles pour chacun. La récompense, ça peut être des gommettes, des fausses pièces, je sais pas moi, le bouquet du responsable du rangement. Enfin, ça peut être plein de choses qui peuvent être mises en place. Ouais, ça peut être des récompenses collectives aussi au niveau de la classe. Voilà. Et là, je pensais même au niveau de l'enseignant, on peut aussi se faire des petites récompenses à soi. Se dire, bon, voilà, si je me dis, allez, je me challenge dans une semaine, je mets en place des routines de rangement pour qu'à la fin, j'arrête de perdre 1 heure tous les soirs à ranger. On peut très bien se dire, voilà, je sais pas, je m'offre un petit chocolat pour mon café de la semaine prochaine. Un petit gâteau. Un petit gâteau. Ou un petit temps dehors. Je m'octroie 10 minutes au soleil. Enfin, on peut trouver ce qui nous fait plaisir. Exactement. Ça peut être ce moment, en fait, à la place de passer 1 heure à ranger en fin de journée, on passera plus qu'un quart d'heure ou 20 minutes. Et donc, les 20 minutes qui nous restent, on peut les passer à écouter un podcast, lire un livre ou faire quelque chose qu'on s'octroie pas dans la journée. Et le fait de ranger au quotidien et devant les enfants, enfin devant les élèves, ça va permettre aussi de ne pas avoir ce moment où on se dit ça y est, les élèves sont partis ou les enfants dorment ou etc. Je vais me mettre à ranger. Alors qu'en fait, c'est au quotidien, il faut pas être... c'est comme ça qu'on va perdre le moins de temps possible, c'est-à-dire avoir des moments précis. Donc ça pourrait être le conseil que je donne en fait à un enseignant qui a ce sentiment de submersion de bazar en fin de journée. Ouais, en fait là, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a tendance, en fait, enseignant comme en tant que parent, à faire passer nos besoins après. Et en fait, tu vois ce truc de... j'attendrai que les enfants soient couchés pour ranger, j'attendrai que les élèves soient partis pour ranger, je rangerai ce soir, tout comme, et ça parlera à de nombreux enseignants et de nombreuses enseignantes qui nous écoutent, tout comme j'attendrai les vacances pour faire ci, ce qui fait que, en fait, on est tout le temps en train de rogner sur notre temps personnel et notre temps disponible. Et dans une logique de recherche aussi d'épanouissement et d'équilibre vie pro vie perso, je pense il faudrait essayer d'arrêter ça. C'est-à-dire l'objectif, ce serait peut-être de se dire, en fait, je ne veux plus avoir besoin de ranger à la fin de la journée. C'est ça. Et parce que, en fait, c'est pas efficace, ça me fait pas plaisir. Du coup, ce qui se passe, c'est que 16h30, faut que je remonte dans ma classe pour ranger et j'ai pas envie et ça m'épanouit pas, donc je traîne. Donc quand je remonte dans ma classe, en fait, j'ai déjà perdu 20 minutes parce que j'avais pas envie de remonter. Et puis quand je remonte, je perds encore 20 minutes parce que, en fait, j'ai pas envie de le faire, etc. Alors que si l'idée, c'est... en fait, non.
tu disais tout à l'heure, je m'oblige à mettre en place le geste tout de suite, moins de 2 minutes, c'est tout de suite. Si je pose plusieurs fois dans ma journée des micro-moments de rangement pendant lesquels je vais pouvoir en plus impliquer les élèves et faire en sorte qu'à la fin de la journée, en fait, j'ai juste à ranger le truc de ma dernière heure, mais pas toute la journée à ranger. C'est ça. Donc, et je trouve qu'on peut transposer ça avec les vacances, tout ce qu'on dit faire. Je ferai ça quand les enfants sont couchés. En fait, du coup, on rogne sur notre temps de sommeil. Je ferai ça quand je serai en vacances. Ok, en fait, on prend sur notre temps de vacances pour faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire avant. Et c'est pas, je pense, un bon calcul sur le long terme. Parce qu'en fait, tous les moments où on peut se régénérer, retrouver de l'énergie, faire des choses qui nous plaisent, se reposer, etc., on les rogne avec des choses en plus qui ne sont pas toujours hyper satisfaisantes ou agréables. C'est ça, pouvoir agir maintenant en faisant du tri régulièrement, en arrêtant de remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite, donc agir maintenant et le plus possible. Et le fait de se maintenir ça sur la journée, au départ, ça va sûrement être un petit peu plus... Ça va demander une réflexion plus importante, en fait, de la part de l'enseignant, de pouvoir être un peu au taquet tout le temps, de dire « Ah non, ça, il faut que je le range maintenant, etc. » Et au fur et à mesure, le fait de voir sa classe différente, il n'y aura pas du bazar partout. Donc en fait, ça va se voir la dernière zone en bazar ou la dernière zone qui ne sera pas rangée. Alors que si on se laisse un peu submerger toute la journée, au final, on se dit ça de plus, ça de moins, qu'est-ce que ça va changer ? Dans tous les cas, comme tu disais, je ferai ça plus tard. Alors qu'effectivement, ça va entraîner aussi à avoir visuellement quelque chose. Voilà, on va mettre l'œil tout de suite sur ce qu'on a à faire et psychologiquement, on saura que, voilà, comme tu disais, il reste que cette chose-là à faire, etc. Un dernier point, je pense que ce qui serait pas mal à aborder, c'est la question de l'espace de travail à la maison. Parce que les enseignants, une fois que l'école est terminée, quel que soit le niveau dans lequel ils enseignent, ils rentrent chez eux, il y a des choses à faire pour corriger, soit pour préparer, soit pour plastifier, soit pour... bref, vous voyez quoi. Et du coup, est-ce que tu as des conseils ou des principes qui peuvent aider les personnes qui travaillent chez elles à soit organiser leur espace de travail, notamment quand elles n'ont pas forcément beaucoup de place, ou en tout cas à faire en sorte que l'organisation permette que le travail n'envahisse pas l'espace familial ou l'espace personnel et même dans sa tête en fait. C'est ça, oui, c'est important de pouvoir faire la part des choses et d'avoir des moments de travail à domicile et des moments en famille, que ce ne soit pas... mélangés, on va dire, parce que pour la construction de chacun, c'est important d'avoir ça en tête. Donc moi, je dirais, premièrement, ce serait d'avoir un espace de travail qui est dédié. Alors que ce soit un bureau idéalement, mais après, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout travailler chez eux dans un bureau. Ils ont besoin qu'il y ait de la vie ou d'être dans une pièce ouverte. C'est aussi possible, et c'est possible d'être dans une pièce ouverte même si on aimerait bien être dans un bureau, dans le sens où en fait c'est important de pouvoir savoir quel est notre besoin, quelle est notre envie et quelle est la place dont on dispose. Donc avoir quelque chose de dédié et qui soit connu de la famille, parce qu'en fait la problématique c'est la gestion vie pro, vie perso, donc d'avoir quelque chose de dédié donc physiquement, donc un bureau qui est dédié au travail avec éventuellement ou un papier peint d'une couleur ou un sous-main d'une couleur ou quelque chose qui va pouvoir englober, si c'est un bureau qui est dans une pièce de vie, qui va pouvoir être englobant et où justement tout le monde est au courant que là c'est le travail de maman ou de papa en fait. Enfin, ça fait pas partie des affaires de la famille, etc. Donc ça, c'est important. Après, ça peut être une nappe d'une couleur, ou voilà, ça peut être des choses visuelles qui vont permettre de mettre un frein, ou du moins d'identifier une zone précise qui va être dédiée au travail. C'est-à-dire ne pas mettre toutes les fournitures de la famille au même endroit, à l'endroit où on va travailler, parce qu'on est sûr qu'à cet endroit-là, au moment où on va se mettre à travailler, tout le monde va avoir besoin de la gomme, de la règle et en même temps. Donc voilà, c'est important d'avoir ça. Et ensuite, je trouve que c'est important de prendre conscience aussi que si on veut que
notre entourage respecte notre travail, il faut que nous, on le respecte aussi. C'est-à-dire se donner des limites et ne pas se laisser envahir. On va, par exemple, avoir des horaires établis, idéalement, c'est-à-dire quelque chose de fixe auquel la famille peut se repérer. On va, voilà, là, après le repas, avant que tout le monde regarde un film, si les enfants sont grands ou que les enfants aillent je vous lis l'histoire et ensuite je vais travailler, ou alors je travaille pendant que papa lit l'histoire et vice-versa. Avoir vraiment des moments qui sont définis, connus de tous. Là, je vais me mettre à travailler de telle heure à telle heure. C'est-à-dire les informer. Là, je vais commencer. Ce sera terminé à tel moment, quand on va manger, ce sera terminé, ou voilà, des moments définis, ou si c'est pendant les vacances, ça peut être lors d'un temps calme, vous faites un temps calme de telle heure à telle heure, moi je travaille, etc. Donc déjà, donner du respect à son travail, des horaires précises, pour qu'ensuite sa famille puisse aussi le respecter. C'est-à-dire que si nous, on se met à travailler, on ne dit pas à quelle heure on arrête, on travaille tout le temps, sa famille a l'impression, la famille a l'impression qu'on est submergé par le travail, que ça nous bouffe, et ils ne sont pas forcément dans une situation positive, et ils ne voient pas les choses de manière positive, en fait. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est important, notamment pour les enseignants, parce qu'en fait, c'est un sujet d'ailleurs que je traite dans le programme Équilibre, mais le métier d'enseignant n'a pas de limite. À part les limites horaires des élèves, le reste, ça n'a pas de limite. Donc, si on ne s'impose pas ça, ça peut aussi vite envahir en termes de temps, en termes d'espace, en termes de finances, des fois. Du coup, ce que tu dis, c'est vraiment important. Symboliquement, il y a délimiter l'espace, parce que ça permet aussi, tu vois, de se dire, ok, j'ai fini, je n'y vais plus. Ça peut permettre de laisser le truc en stand-by, etc. Mais ça peut aussi permettre de se dire, enfin, tu vois, moi, je sais que mon bureau est ouvert, par exemple, et j'ai un petit paravent. Le week-end, je mets le paravent, en fait, je clôt symboliquement l'espace, parce que ça y est, je décide que c'est fini et j'y retourne pas. Et quand je vois le paravent, c'est un peu le rideau du magasin, quoi. Donc il y a cette idée de trouver, en fonction de chez vous, comment c'est, parce que même si on est seul, qu'on vit seul, on n'a pas forcément d'enfants, etc., c'est pas que pour les autres aussi, c'est pour soi, en fait, c'est pour s'aider à se structurer, à se discipliner et à savoir s'arrêter. Donc, si je me dis, en fait, là, c'est mon espace de travail, je travaille là, je me donne 1 heure et à 19h, je m'arrête. À 19h, je quitte cet espace. Je vais peut-être me poser 50 cm plus loin sur le canapé, mais je sors de cet espace, de l'espace de travail. Et du coup, ça peut être intéressant. Et quand on n'a pas de place, en plus, tu parlais, voilà, ça peut être une couleur, une nappe, ça peut être aussi une caisse. C'est-à-dire que si j'ai une caisse de travail, etc., je la pose sur la table ou je change la nappe. Chacun va pouvoir trouver son truc. Si j'ai qu'une table, j'habite dans 20 mètres carrés et que je peux pas me permettre de délimiter 5 mètres carrés d'espace que juste pour le travail, ça peut être mobile, mais c'est de se dire... quand je travaille, il y a un truc qui délimite, ou je ne travaille jamais, je sais pas, ça peut être quand je ne travaille pas, quand je travaille par exemple, je ne travaille pas sur mon canapé, ou je ne travaille pas à tel endroit, ou se fixer en tout cas des petites règles et les penser, quoi. C'est ça, et c'est ce qui va permettre, voilà, comme tu disais, que tu sois seul ou que tu aies des enfants, une famille, un mari, c'est ça, c'est respecter son entourage, respecter sa vie sociale, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est important. Après, chacun, quand on fait du télétravail, voilà, qu'on travaille de chez soi ou qu'on ramène un peu de travail à la maison, c'est ça, c'est connaître ses limites, connaître son objectif, c'est ce qui va gagner en productivité. Parce que si à 19h, tu n'as pas fini ce que tu étais censé faire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été mal fait. Tu t'es mis une trop grosse to-do list, le travail que tu devais faire sur cette période n'a pas été fait de manière logique, etc. Il y a plein de choses comme ça. Après, ça peut être aussi une routine qui va donc dire à la famille ou à l'entourage je vais me mettre à travailler, ou même à son cerveau, à nous-mêmes, c'est-à-dire si on a une journée de libre, si on a une journée où on n'est pas à l'école dans la semaine, où justement on a du travail à domicile, le début du travail, ça peut être symbolisé par je vais me promener, je vais acheter du pain, je vais boire mon café dehors, je vais promener mon chien. Avant de travailler, ça veut dire que quand je rentre, je me mets au travail, et puis à la fin de mon travail, j'ai une autre routine où j'ai la même routine, je vais promener le chien ou je vais sortir. Donc c'est aussi pouvoir se
conditionner nous-mêmes, seuls en tant que personne. Et puis après, il peut y avoir aussi des astuces, notamment quand on a des enfants qui sont en bas âge, où parfois on dit maman travaille ou papa travaille. Alors eux, voilà, ça veut dire quoi travailler? Ça veut dire être à l'ordinateur et pas me parler en fait, concrètement, ou faire des choses qui ne sont pas intéressantes pour lui. Mais c'est lui montrer que si jamais... donc, bien sûr, leur expliquer aussi qu'on va se mettre à travailler. Et puis, en plus, on peut avoir des objets identifiants. On peut mettre une plante à son bureau ou, si on travaille dans sa chambre, fermer la porte et mettre un sac de couleurs à la poignée ou allumer telle lampe pendant qu'on travaille. Ça va permettre, en fait, d'être... un objet qui va être identifié par tout le monde et ça va éviter d'être dérangé, c'est-à-dire ça va mettre un premier frein en attendant une réponse, c'est-à-dire est-ce que maman est en train de travailler ou papa est en train de travailler, je sais pas, l'enfant n'est pas au courant, on n'a pas entendu au moment où on l'a dit, il va rentrer dans la pièce, il va voir que la lampe est allumée et il va se dire oui, du coup elle travaille, donc je lui dirai après voilà. Ça va aussi aider certaines choses. Alors, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais ça peut être accompagné d'un discours, d'une explication pour pouvoir aussi, mais même le conjoint qui était en communication téléphonique et pas... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être identifiées de cette manière-là. Et donc après, ce qui va être important aussi quand on travaille de chez soi, ça va être d'organiser son temps, en fait, en fonction de ses priorités. Et de pouvoir être focus sur quelque chose, limiter mettre des boules caisses si on est dans une pièce où il y a du bruit, si on ne supporte pas qu'il y ait du bruit, etc. Pouvoir analyser ces freins et ce qui nous permet de ne pas être focus. Ouais. Donc, en tout cas, sur le travail à la maison, il y a cette idée de délimiter l'espace, délimiter son temps de travail, informer son entourage, quand on se met à travailler, quand est-ce que ça va se terminer, etc. pour que la différence entre pro et perso soit claire, en fait, pour pas passer son temps à travailler de manière perlée et que personne ne sache jamais quand est-ce qu'on est disponible ou quand est-ce qu'on l'est pas, et matérialiser ça par soit des choses visuelles, une lumière, un panneau, prévenir, voilà, pour éviter d'être dérangé, et puis penser aussi à tout ce qui peut nous aider à rester focus pour être efficace. Tu parlais des boules de caisse par exemple, mais voilà, il peut y avoir chacun en fonction de l'aménagement de chez soi va pouvoir imaginer un peu ses solutions. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose pour conclure que tu aimerais ajouter ou préciser, qu'on n'a peut-être pas évoqué, ou alors que tu aimerais vraiment rappeler? On va dire qu'on a parlé un petit peu de manière générale de l'organisation. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est que l'organisation et le rangement en règle générale, en fait, ça s'apprend et ça permet vraiment de transformer un espace de manière physique, donc d'avoir quelque chose d'ordonné, de clair, de simple. Mais ça joue aussi sur l'amélioration de la qualité de vie. De la qualité de l'enseignement, de la manière de transmettre, etc. Et de la productivité, tout simplement. Donc c'est important de le comprendre pour pouvoir vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que le rangement, c'est pas qu'une question d'être précis ou d'être... C'est pas que le fait d'être maniaque, c'est... C'est ça. C'est un tout, en fait. Disons que c'est un process qui va permettre de prendre plus de temps pour soi, de pouvoir faire vraiment des choses concrètes. C'est pas qu'une question, comme tu disais, de maniaquerie et de précision. Moi, je veux que ce soit ordonné de telle ou telle manière, en fait. Ouais. Je crois que c'est important de se dire, pour ne pas se renvoyer l'image de se dire « moi, je suis pas ordonnée, moi, je sais pas ranger, etc. » Non, c'est pas ça. C'est peut-être que, en fait, t'as pas encore trouvé la façon de ranger et de t'organiser qui te convient. Et c'est pas parce que machine range dans des classeurs que toi tu dois ranger dans tes classeurs. C'est pas parce que un tel range tout par couleur que toi tu dois tout ranger par couleur. Chacun va trouver ce qui est fluide en fait pour soi. C'est ça, et ce qui est propre à chacun. Et en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que être organisé, c'est pas avoir un intérieur ou une classe rangée en permanence.
il faut que ça vive, c'est pouvoir justement éviter de passer d'être dégoûté par le rangement et d'avoir des situations difficiles à gérer en fin de journée, au milieu, etc. Ou ne pas retrouver ses affaires, voilà, ou acheter en trop parce qu'on ne sait pas où c'est rangé, etc. C'est vraiment un tout et c'est une façon de voir les choses qui va permettre de vivre pleinement les moments en fait. Ouais. Bah, j'adore cette conclusion parce que je pense que c'est vraiment important que les gens l'entendent. Y a peut-être des gens qui vont se rendre compte en fait qu'ils sont pas si désorganisés que ça, ils sont juste pas organisés comme le voisin, mais en fait tu vois quand tu dis c'est juste de pas passer trop de temps à ranger et de pas perdre les choses ou de pas perdre son argent à racheter des choses, etc., c'est juste ça. Après le beau c'est encore autre chose. Voilà, le beau, la déco, et que c'est pas constant. Évidemment, c'est aussi problématique que ce soit tellement bien rangé, que ce soit jamais dérangé, et que du coup, on n'utilise rien et que rien ne vive, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu finisses là-dessus. Ouais, super. Donc, en tout cas, moi, j'ai pris des petites notes. Donc, je retiens que le rangement, ça s'apprend, ça s'explique et ça se partage et ça peut se co-créer aussi, que ça se réévalue régulièrement, qu'il faut mettre en place des routines d'organisation pour pouvoir ranger petit à petit et pas se retrouver à un moment donné à devoir tout ranger, en être dégoûté, que c'est intéressant dans une classe d'impliquer les élèves, tout comme chez soi d'impliquer les autres membres de sa famille pour ne pas tout faire soi. De mesurer le gain et d'expliciter le gain que ça nous apporte. J'ai retenu aussi le fait que c'est important de minimiser les mouvements, pas plus de 3 mouvements, pour pouvoir optimiser les choses. Définir des règles de rangement claires avec soi déjà, et puis avec les personnes qui nous entourent, les élèves dans la classe, mais ça peut être aussi les collègues en salle des maîtres ou les conjoints, conjointes et les enfants à la maison. Mais voilà, de se dire, voilà, tel endroit, ça doit être toujours rangé, tel endroit, c'est pour ranger ça, etc. Et de le définir ensemble. D'apprendre aussi, on peut responsabiliser les autres, avoir des missions, on n'est pas obligé de devoir tout ranger tout le temps et que apprendre qu'on ne range pas que ses affaires, c'est un apprentissage. Voilà, de ranger immédiatement ce qu'on peut ranger dans les 2 minutes et de ranger petit à petit ce qu'on a à ranger. Et puis voilà, ta super conclusion de se dire l'enjeu de tout ça, c'est de pouvoir ne pas perdre du temps tout le temps à ranger et de retrouver aussi une sorte de sérénité avec ça au quotidien. Exactement. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul et qu'on a envie de se faire accompagner par quelqu'un qui nous aide à prendre du recul et qui nous accompagne, on peut faire appel à toi. Exactement. Comment ça se passe ? On peut faire appel à moi pour justement se donner des clés, voire pour pouvoir avoir une impulsion. Il y a différentes manières. J'ai donc un compte Instagram, capucine.harmonie. J'ai un site internet aussi où on peut me contacter. Donc après, il y a mon numéro de téléphone sur mon site, sur mes réseaux. Ça, voilà, je suis assez disponible. Vous pouvez venir me parler de vos problématiques et on verra ensemble ce qui est le plus intéressant à faire, à savoir que je peux intervenir en visio. C'est aussi intéressant pour des personnes qui sont loin ou qui ont envie aussi d'avoir des axes et des outils d'amélioration et qui sont motivés pour pouvoir agir seuls. Et après, si besoin, pour sensibiliser et motiver aussi sur le tri, le désencombrement, le rangement, donc intervenir à domicile et pourquoi pas dans le foyer ou sur le lieu de travail dans la maison. Ok, super. Écoute, Capucine, merci d'avoir accepté cet échange et d'avoir partagé ton expertise du rangement et de l'organisation avec nous. Je suis vraiment contente d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup, Émilie, de m'avoir invitée. C'est pas un métier que je connais bien. J'espère avoir pu répondre à pas mal de questions. Et puis, c'est un premier exercice pour moi, le podcast, et j'ai adoré discuter de tout ça avec toi.
Merci. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.